Je regardais mon reflet dans la vitrine du café. Mes mains tremblaient un peu. Mon cœur battait vite dans ma poitrine. La femme française derrière le comptoir me regardait avec un sourire patient. Je voulais commander un simple café au lait. Mais les mots restaient coincés dans ma gorge comme des pierres. À ce moment précis, je ne savais pas que cette humiliation allait changer toute ma vie. Étais-je une étudiante courageuse ou simplement une fille trop têtue pour abandonner? Mon ami, avant de commencer cette histoire, je veux te poser une question importante. D'où est-ce que tu regardes cette vidéo maintenant? Écris-moi dans les commentaires le nom de ton pays. Je veux savoir où sont mes amis qui apprennent le français comme moi. Je suis très curieuse de connaître ta réponse. Mon nom est Amina. J'ai 23 ans maintenant. Je viens de Casablanca au Maroc. Dans ma ville, beaucoup de gens parlent français. Mais moi, pendant toute mon enfance, j'ai parlé seulement l'arabe et un peu d'anglais. Ma famille utilisait l'arabe à la maison tous les jours. Mon père travaillait dans une petite entreprise de textile. Ma mère restait à la maison avec mes 3 frères et moi. Nous étions une famille simple et heureuse. Le français était comme une langue étrangère pour nous. C'était la langue des affaires et des opportunités. Mais cette langue semblait si difficile et si loin de notre réalité quotidienne. Chapitre 1. Le jour où tout a commencé mal. Le jour où ma vie a changé était un mardi ordinaire du mois de mars, juste après une nouvelle déception dans ma recherche d'emploi. J'avais 20 ans à cette époque. Je venais de terminer mes études de commerce à l'université de Casablanca. Mon diplôme était bon mais pas excellent. Ma moyenne était de 14 sur 20. C'était suffisant pour obtenir le diplôme. Mais ce n'était pas assez pour impressionner les employeurs. Je cherchais un travail depuis 3 mois déjà. Ces 3 mois étaient longs et difficiles pour moi. Chaque matin, je me réveillais à 7 heures. Je m'asseyais devant mon ordinateur portable. Je passais 4 ou 5 heures à chercher des offres d'emploi. Les sites web marocains. Les sites web français. Les réseaux sociaux professionnels. Je cherchais partout. Ce mardi-là, pour oublier ma tristesse, je suis entrée dans un café du centre-ville, et c'est là que je n'ai pas réussi à commander mon café au lait. Chaque semaine, j'envoyais 10 ou 15 candidatures à différentes entreprises. J'écrivais des lettres de motivation soignées. Je personnalisais chaque candidature. Je mettais mon cœur dans chaque application. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Souvent, je ne recevais aucune réponse du tout. Le silence était douloureux. Parfois, je recevais des emails automatiques de refus. Ces emails utilisaient toujours les mêmes mots. Ils me remerciaient pour mon intérêt. Ils me disaient que mon profil était intéressant. Mais ils avaient trouvé un candidat plus qualifié. Ces mots me faisaient mal à chaque fois. Quand je recevais des réponses plus personnelles, elles mentionnaient toujours le français.
Les entreprises cherchaient des candidats avec une excellente maîtrise du français. Elles voulaient des personnes bilingues. Elles avaient besoin de quelqu'un qui pouvait communiquer avec les clients français, qui pouvait écrire des emails professionnels, qui pouvait participer aux réunions. Mon niveau de français était très basique et insuffisant. À l'école, j'avais étudié le français pendant 6 ans. Mais ces cours étaient théoriques et ennuyeux. Nous apprenions la grammaire. Nous faisions des exercices de conjugaison. Nous ne parlions jamais vraiment. Je pouvais lire un peu en français. Je comprenais les textes simples avec un dictionnaire. Je comprenais quelques phrases simples quand les gens parlaient lentement. Mais parler était impossible pour moi. Quand j'essayais de parler, ma bouche ne fonctionnait pas. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Mon cerveau devenait blanc et vide. Je paniquais et je revenais à l'arabe ou à l'anglais. Cette situation me rendait vraiment frustrée et triste. Je me sentais prisonnière de ma propre ignorance. Ma famille me soutenait beaucoup pendant cette période. Mon père me disait de ne pas perdre espoir. Ma mère cuisinait mes plats préférés pour me remonter le moral. Mes frères faisaient des blagues pour me faire sourire. Mais je voyais aussi l'inquiétude dans leurs yeux. Ils s'inquiétaient pour mon avenir. Ils s'inquiétaient pour mes finances. Je n'avais pas de revenus. Je dépendais complètement de mes parents. Cette dépendance me faisait sentir comme une enfant. Je voulais être indépendante et autonome. Un jour, ma cousine Léla m'a appelée avec une bonne nouvelle. C'était un jeudi après-midi. J'étais dans ma chambre. Je regardais des vidéos sur Internet pour me distraire. Mon téléphone a sonné. J'ai vu le nom de Léla sur l'écran. Léla avait 28 ans. Elle était intelligente et confiante. Elle travaillait dans une grande entreprise française à Casablanca. Cette entreprise s'appelait Technofrance. Elle vendait des équipements technologiques. Elle avait des bureaux au Maroc et en France. Léla travaillait dans le département des ressources humaines. Elle était assistante RH depuis 3 ans. Léla m'a expliqué la situation avec enthousiasme. Il cherchait une assistante administrative. C'était une position de niveau débutant. Mais c'était dans une bonne entreprise avec de bonnes opportunités. Le salaire était de 5000 dirhams par mois. C'était beaucoup d'argent pour une première position. En plus, il y avait des avantages. Une assurance maladie. Des tickets restaurants. Des formations professionnelles. C'était vraiment une excellente opportunité. Léla pensait que j'étais parfaite pour ce poste. Elle connaissait mes compétences en commerce. Elle savait que j'étais organisée et travailleuse. Elle avait parlé de moi à son manager. Elle lui avait montré mon CV. Son manager était intéressé par mon profil.
Il voulait me rencontrer pour un entretien. Mon cœur a bondi dans ma poitrine quand elle m'a dit cela. C'était ma première vraie opportunité en 3 mois. J'étais très excitée, mais aussi très nerveuse. Léla m'a donné les détails. L'entretien était dans 2 semaines. C'était le mardi suivant, à 10 heures du matin. J'avais 14 jours pour me préparer. 14 jours pour améliorer mon français. Cette tâche semblait impossible, mais je devais essayer. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Chapitre 2. La première bataille contre ma peur. Les premiers jours de ma préparation étaient catastrophiques et décourageants. Je ne savais pas par où commencer exactement. Je me sentais perdue et confuse. Le vendredi matin, je suis allée au grand marché de Casablanca. Il y avait un marchand qui vendait des livres d'occasion. Son stand était toujours plein de livres intéressants. J'ai cherché des livres de grammaire française. J'ai trouvé 3 livres qui semblaient utiles. Le premier s'appelait Grammaire progressive du français. Le deuxième était un livre de conjugaison avec tous les verbes. Le troisième était un dictionnaire français-arabe. Ensemble, ils coûtaient 150 dirhams au total. C'était beaucoup d'argent pour moi à cette époque. Mais je pensais que c'était un investissement nécessaire. Je les ai achetés avec l'argent que j'avais économisé. Je rentrais à la maison avec mes nouveaux livres. Je me sentais pleine d'espoir et de détermination. J'ai posé les livres sur la table de la cuisine. J'ai ouvert le premier livre de grammaire. Les pages étaient pleines de règles compliquées et de termes techniques. Le subjonctif, le conditionnel, les pronoms relatifs, le participe passé. Tous ces mots me donnaient mal à la tête. Je ne comprenais même pas les explications. Les exemples étaient trop complexes. Les exercices semblaient impossibles. Je lisais une page pendant 1 heure. Je relisais la même page encore et encore. Mais rien ne restait dans ma mémoire du tout. Mon cerveau refusait d'absorber l'information. C'était comme essayer de remplir un verre troué. Les règles entraient par un côté. Elles sortaient immédiatement par l'autre côté. Après 2 heures d'effort, je fermais le livre. Je me sentais épuisée mentalement. Je me sentais découragée et stupide. Pourquoi les autres personnes pouvaient apprendre mais pas moi? Qu'est-ce qui n'allait pas avec mon cerveau? Ces questions tournaient dans ma tête sans réponse. J'ai essayé cette méthode pendant 4 jours consécutifs. Chaque jour, je m'asseyais avec mes livres. Chaque jour, je luttais avec les règles de grammaire. Chaque jour, je me sentais plus frustrée. Le 5e jour était le pire. J'ai passé 3 heures sur un seul exercice. Un exercice de conjugaison au passé composé. Je devais conjuguer 20 verbes. Je cherchais chaque verbe dans mon livre. Je vérifiais les règles. Je faisais les accords.
Quand j'ai fini, j'ai vérifié mes réponses. 18 réponses sur 20 étaient fausses. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mon ami, je dois te dire la vérité maintenant. Pendant ces premiers jours, j'ai pleuré beaucoup. Pas seulement un peu. Mais vraiment beaucoup. Le soir du 5e jour, je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis couchée sur mon lit. J'ai pleuré pendant 1 heure. Mes larmes mouillaient mon oreiller. Ma mère a frappé à ma porte. Elle est entrée doucement. Elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a caressé les cheveux comme quand j'étais petite. Elle me voyait assise à la table de la cuisine tous les jours. Elle voyait mes yeux rouges et mes livres fermés. Elle comprenait ma souffrance. Ma mère m'a dit des mots gentils et réconfortants. Elle me disait que ce n'était pas grave du tout. Elle pensait que je pouvais trouver un autre travail. Un travail qui ne demandait pas le français. Elle me rappelait que j'avais beaucoup d'autres qualités. J'étais intelligente, travailleuse, honnête et fiable. Beaucoup d'entreprises marocaines cherchaient des personnes comme moi. Je pouvais être heureuse sans parler français. Ces mots étaient sincères et pleins d'amour. Mais quelque chose en moi refusait d'abandonner maintenant. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être que c'était mon orgueil. Peut-être que c'était mon désir de prouver quelque chose. Mais je voulais vraiment cette opportunité. Je voulais prouver que j'étais capable de réussir. Alors j'ai continué même si c'était très difficile et douloureux. Le 5e jour, j'ai eu une idée différente. Je marchais dans le quartier près de chez nous. J'essayais de me calmer et de réfléchir. Je suis passée devant un petit café. La radio jouait à l'intérieur. Elle parlait français. Une voix féminine discutait de la mode. Les mots coulaient rapidement et naturellement. Je me suis arrêtée pour écouter. Même si je ne comprenais pas tout, la langue sonnait belle. Elle sonnait vivante et réelle. Pas comme les exercices secs dans mes livres. C'est là que j'ai eu mon idée. Peut-être que j'avais besoin d'entendre la langue. Pas seulement de lire des règles abstraites. J'ai arrêté de lire les livres de grammaire complètement. À la place, j'ai commencé à écouter la radio française. Il y avait une station qui s'appelait Radio France Internationale. Elle diffusait des programmes en français 24 heures par jour. Cette radio parlait de l'actualité mondiale. De la culture. De la musique. De beaucoup de sujets différents. Je mettais la radio le matin quand je me réveillais. C'était la première chose que je faisais. Avant même de me laver le visage. Je l'écoutais pendant le petit déjeuner avec ma famille. Mon père trouvait cela bizarre. Mais il ne disait rien. Je la gardais allumée toute la journée. Même quand je faisais le ménage.
même quand je cuisinais. La radio était mon compagnon constant. Au début, je ne comprenais presque rien du tout. C'était comme écouter de la musique sans paroles. Les mots passaient trop vite devant mes oreilles. Ils se mélangeaient ensemble comme de l'eau qui coule. Je ne pouvais pas distinguer où un mot finissait, où le mot suivant commençait. Tout était un flux continu de sons. Mais j'ai continué à écouter quand même. Je me disais que mon cerveau apprenait. Même si je ne le voyais pas consciemment. Petit à petit, certains mots devenaient familiers. J'entendais « bonjour » clairement maintenant. Je reconnaissais « merci » et « comment » et « pourquoi ». Ces petits mots étaient comme des îles dans un océan de sons incompréhensibles. Mais ils étaient là. Et leur nombre grandissait chaque jour. Chapitre 3. L'entretien qui a tout détruit. Le jour de l'entretien est arrivé très vite. Je portais ma plus belle robe bleue. J'avais préparé mes réponses en français. Je les avais écrites et mémorisées. Dans le miroir, je répétais les phrases encore et encore. Tout semblait parfait à la maison. Mais quand je suis arrivée au bureau, tout a changé. La réceptionniste m'a parlé en français très rapidement. Elle utilisait des mots que je n'avais jamais entendus avant. Je lui ai répondu en anglais. Elle a froncé les sourcils et a répété sa question en français. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Le manager s'appelait Monsieur Dubois. Il était un homme français d'environ 50 ans. Il avait des cheveux gris et des lunettes rondes. Il m'a accueilli avec un sourire gentil. Puis il a commencé à parler en français. Il parlait lentement au début. Je comprenais peut-être 30% de ses mots. J'essayais de répondre avec mes phrases préparées. Mais ses questions ne correspondaient pas à mes réponses. La conversation devenait très étrange et embarrassante. Après 10 minutes, il est passé à l'anglais. Il a été très poli et professionnel. Mais je voyais dans ses yeux que c'était terminé. Je n'avais pas le niveau requis pour ce poste. À la fin de l'entretien, j'ai fait une dernière tentative. J'ai voulu commander un café au lait au distributeur du bureau. C'était une machine automatique avec des boutons en français. Je voulais montrer que je pouvais au moins faire cette chose simple. Mais même cela a échoué. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. J'ai reçu un thé au citron à la place. La secrétaire française m'a regardé avec pitié. Elle m'a aidé à utiliser la machine correctement. Cette petite humiliation était la goutte d'eau finale. Je suis sortie du bureau et j'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes. Je me sentais complètement défaite et honteuse. Chapitre 4. La décision qui a changé ma vie. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir du tout. Je restais allongée dans mon lit. Je regardais le plafond dans l'obscurité. Mes pensées tournaient en rond dans ma tête.
J'avais deux options devant moi. La première option était d'abandonner le français complètement. Je pouvais chercher un travail qui ne nécessitait pas cette langue. Beaucoup de mes amis faisaient exactement cela. Ils trouvaient des positions dans des entreprises locales. Ils gagnaient un salaire correct et vivaient une vie normale. Cette option était facile et confortable. La deuxième option était beaucoup plus difficile. Je pouvais décider d'apprendre le français pour de bon. Pas seulement pour un entretien. Pas seulement pour un travail. Mais vraiment apprendre cette langue jusqu'à la parler couramment. Cette option nécessitait du temps et de l'énergie. Elle demandait de la discipline et de la patience. Mais elle ouvrait aussi toutes les portes que je voulais. Elle me donnait la liberté de choisir mon futur. À 4 heures du matin, j'ai pris ma décision finale. J'allais apprendre le français et je n'allais jamais abandonner. Mon ami, je veux être honnête avec toi maintenant. Cette décision n'était pas héroïque ou romantique. J'avais peur et je doutais de moi-même. Mais j'étais aussi très en colère. J'étais en colère contre mon échec. J'étais en colère contre ma propre ignorance. Cette colère était mon carburant. Elle me poussait à agir même quand je ne voulais pas. C'était une émotion négative, mais très utile. Parfois, la colère peut être un excellent motivateur si on l'utilise correctement. Chapitre 5. Le plan qui ne marchait pas. Le lendemain matin, j'ai créé mon premier plan d'études sérieux. J'ai pris un cahier neuf que j'avais acheté pour l'université. Il était bleu avec des lignes blanches. J'ai écrit mon plan sur la première page. Mon écriture était soignée et déterminée. Je voulais étudier 4 heures par jour au total. 2 heures le matin avant le déjeuner. 2 heures le soir après le dîner. Mon plan incluait la grammaire, le vocabulaire et l'écoute. J'ai divisé chaque session en blocs de 30 minutes. 30 minutes de grammaire. 30 minutes de vocabulaire. 30 minutes d'écoute. 30 minutes de pratique. Ce plan semblait équilibré et scientifique. Je pensais que 3 mois d'études intensives étaient suffisants. J'avais lu quelque part qu'on pouvait apprendre une langue en 3 mois. Si on étudiait intensivement tous les jours. Si on se concentrait complètement. Après 3 mois, je serais capable de parler français couramment. Je pourrais avoir une conversation normale. Je pourrais réussir n'importe quel entretien. Ce plan semblait parfait sur le papier. Il était logique et bien organisé. Mais la réalité était complètement différente de mes rêves. La première semaine a été un désastre total et complet. Le premier jour était un lundi. Je me suis réveillée à 6 heures du matin. J'étais pleine d'énergie et de motivation. J'ai pris mon petit déjeuner rapidement. J'ai commencé à étudier à 7 heures précises. J'ai ouvert mon livre de grammaire.
J'ai lu sur le passé composé. J'ai fait des exercices de conjugaison. J'ai écouté la radio pendant 30 minutes. J'ai noté des mots nouveaux dans mon cahier. J'ai étudié pendant 4 heures complètes, sans pause et sans distraction. À la fin de la session, je me sentais épuisée. Mais aussi fière et satisfaite. J'avais accompli mon objectif. Le deuxième jour était plus difficile. Je me suis réveillée fatiguée. Mes yeux me faisaient mal. Mon cerveau se sentait lourd. Mais je me suis forcée à commencer. J'ai étudié pendant 3 heures seulement. La 4e heure était impossible. Je ne pouvais plus me concentrer. Les mots dansaient devant mes yeux. Je fermais le livre et j'allais me reposer. Je me sentais un peu coupable. Mais je me disais que 3 heures étaient quand même bien. C'était mieux que rien. Le 3e jour était un mercredi. Je me suis réveillée avec un mal de tête terrible. J'étais trop fatiguée pour étudier sérieusement. J'ai essayé de lire pendant 1 heure. Mais je ne comprenais rien. Les mots n'avaient aucun sens. J'ai fermé mes livres après 1 heure. J'ai abandonné pour la journée. Je me suis dit que je rattraperais demain. Que demain serait meilleur. Que je retrouverais mon énergie. Le 4e jour, mon cousin Youssef se mariait. C'était un grand événement pour toute la famille. Le mariage commençait à midi. Il continuait jusqu'à minuit. Toute la famille était occupée avec les préparations. Ma mère cuisinait des plats traditionnels. Mon père arrangeait les chaises et les tables. Mes frères aidaient à décorer la salle. Je devais aider aussi. C'était mon devoir familial. Je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas rester à la maison pour étudier. Ce serait égoïste et impoli. Alors je n'ai pas ouvert mes livres du tout ce jour-là. Pas même 1 minute. Le 5e jour était un vendredi. C'était le jour de repos au Maroc. Mais je me sentais très coupable de mon manque d'études. J'avais perdu 2 jours complets. J'avais besoin de rattraper mon retard. J'ai décidé d'étudier 6 heures ce jour-là. 2 heures supplémentaires pour compenser. Je me suis assise à la table à 7 heures du matin. J'ai commencé avec beaucoup de détermination. Mais après 2 heures, mon cerveau était complètement épuisé. Je ne pouvais plus me concentrer du tout. Les phrases que je lisais n'avaient aucun sens. Je lisais la même ligne encore et encore. Mais l'information ne rentrait pas dans ma tête. À la fin de cette première semaine, j'ai compris quelque chose d'important. Quelque chose qui allait changer toute mon approche. J'ai compris que la motivation seule ne suffisait pas du tout. Au début de la semaine, j'avais beaucoup de motivation. J'étais excitée et déterminée.
Mais cette motivation disparaissait très rapidement chaque jour. Chaque difficulté réduisait ma motivation. Chaque distraction la faisait fondre. Quand j'étais fatiguée, ma motivation tombait à zéro. Quand j'étais occupée, elle disparaissait complètement. La motivation était comme le sucre. Elle donnait une énergie rapide. Mais cette énergie ne durait pas longtemps. Je me suis assise et j'ai réfléchi sérieusement. J'ai regardé mon cahier bleu. Mon beau plan écrit sur la première page. Ce plan dépendait entièrement de ma motivation quotidienne. Il supposait que j'aurais toujours de l'énergie. Que je serais toujours disponible. Que rien ne perturberait mes sessions d'études. Mais la vie n'était pas comme ça. La vie était imprévisible et chaotique. Il y avait toujours des mariages. Des obligations familiales. Des jours de fatigue. Des moments de faiblesse. Je devais trouver une autre méthode. Une méthode qui fonctionnait même sans motivation. Une méthode qui résistait aux perturbations de la vie. Cette réalisation a changé toute mon approche de l'apprentissage. Chapitre 6. La découverte des petites habitudes. Un dimanche après-midi, j'étais chez ma tante Soraya. Elle préparait le thé à la menthe dans sa cuisine. Je lui ai raconté mes problèmes avec le français. Elle m'a écouté attentivement sans m'interrompre. Puis elle m'a posé une question très simple. Elle m'a demandé comment j'avais appris à me brosser les dents. Cette question semblait bizarre au début. Mais ensuite j'ai compris son point. Je me brosse les dents tous les jours. Je le fais automatiquement sans réfléchir. Je n'ai pas besoin de motivation pour cette action. C'est simplement une habitude ancrée dans ma routine quotidienne. Ma tante m'a expliqué son idée principale. Elle m'a dit que l'apprentissage devait devenir comme se brosser les dents. Il devait être une petite action quotidienne et automatique. Pas une grande tâche qui nécessitait de la motivation. Pas quelque chose que je faisais quand j'avais du temps. Mais une habitude fixe dans ma journée. Elle m'a suggéré de commencer très petit. Seulement 10 minutes par jour. Mais tous les jours sans exception. Même les jours de fête. Même les jours où j'étais malade. Cette idée me semblait trop simple pour fonctionner. Comment 10 minutes pouvaient-elles m'aider à apprendre une langue entière? Mais je n'avais rien à perdre maintenant. J'ai décidé d'essayer sa méthode. J'ai choisi un moment spécifique dans ma journée. Tous les matins, après mon petit déjeuner, je m'asseyais à la table. Je mettais un minuteur pour exactement 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, je lisais un texte français simple. Je lisais lentement et attentivement. Quand le minuteur sonnait, j'arrêtais immédiatement. Même si j'étais au milieu d'une phrase. Même si je voulais continuer. Cette discipline stricte était très importante pour créer l'habitude.
Chapitre 7. Les premiers changements invisibles. Les 3 premières semaines avec cette nouvelle méthode étaient étranges. Chaque matin, je faisais mes 10 minutes de lecture. C'était facile et presque ennuyeux. Je ne sentais aucun progrès du tout. Mes compétences en français semblaient identiques. Je ne pouvais toujours pas parler ou comprendre les conversations. Je commençais à penser que cette méthode était inutile. Peut-être que ma tante avait tort. Peut-être que j'avais besoin de plus de temps et d'efforts. Mais je continuais quand même parce que j'avais promis de tenir 30 jours. Quelque chose d'intéressant est arrivé le 25e jour. Je lisais un article sur le site de Radio France Internationale. L'article parlait de la mode au Maroc. Soudain, j'ai réalisé quelque chose d'étonnant. Je lisais sans traduire dans ma tête. Normalement, je traduisais chaque phrase en arabe. Puis je comprenais le sens en arabe. Ensuite, je revenais au français. Ce processus était long et fatigant. Mais maintenant, je comprenais directement en français. Les mots entraient dans mes yeux et le sens apparaissait immédiatement. C'était comme de la magie. Mon ami, ce moment était vraiment spécial pour moi. C'était la première preuve que mon cerveau changeait. L'apprentissage se passait en silence. Il se passait sous la surface. Je ne le voyais pas tous les jours. Mais il était bien là. Cette découverte m'a donné beaucoup d'espoir et d'énergie. J'ai décidé de continuer avec ma routine de 10 minutes. Mais maintenant, j'avais confiance en cette méthode. Chapitre 8. L'expansion de ma petite habitude. Après 1 mois de lecture quotidienne, j'ai fait une évaluation de mes progrès. Je me suis assise avec mon cahier bleu. J'ai compté les jours où j'avais lu. 30 jours consécutifs. Pas un seul jour manqué. C'était une petite victoire personnelle. Je me sentais fière de cette constance. J'ai décidé d'ajouter une 2e habitude à ma routine maintenant. Je me sentais prête pour un nouveau défi. Mais je voulais rester prudente. Je ne voulais pas créer un plan trop ambitieux. Alors j'ai choisi quelque chose de simple et gérable. Tous les soirs, avant de dormir, j'écoutais un podcast français pendant 10 minutes. Je choisissais des podcasts spécialement créés pour débutants. Ils parlaient lentement et clairement avec des voix agréables. Les présentateurs articulaient chaque mot soigneusement. Les sujets étaient simples et quotidiens. La cuisine française et les recettes traditionnelles. Les voyages dans différentes régions de France. La vie de famille et les traditions. Les fêtes et les célébrations. Ces sujets étaient concrets et faciles à imaginer. Au début, je comprenais peut-être 40% du contenu total, parfois un peu moins et parfois un peu plus. Cela dépendait du sujet et du vocabulaire utilisé. Mais je ne m'inquiétais pas de cela du tout. Mon objectif n'était pas de tout comprendre.
Mon objectif était simplement d'écouter pendant 10 minutes. La compréhension viendrait naturellement avec le temps. J'avais confiance dans ce processus. J'avais vu les résultats avec ma lecture. La même chose arriverait avec l'écoute. Chaque soir, je suivais la même routine précise. À 10 heures, je me préparais pour dormir. Je me brossais les dents. Je mettais mon pyjama. Je m'allongeais dans mon lit. Je prenais mes écouteurs. Je choisissais un épisode de podcast. Je fermais les yeux. Je me concentrais uniquement sur les voix. Parfois, je m'endormais avant la fin des 10 minutes. Mais ce n'était pas grave. Mon cerveau continuait à écouter. Il continuait à apprendre même pendant mon sommeil. Les scientifiques disent que notre cerveau traite les informations la nuit. Qu'il consolide les apprentissages pendant que nous dormons. J'utilisais cette connaissance à mon avantage. J'ai remarqué quelque chose d'important avec cette approche des petites habitudes. 10 minutes ne semblaient jamais difficiles ou lourdes. C'était tellement court que je pouvais toujours trouver le temps. Même les jours les plus occupés de ma vie. Même quand j'avais des invités à la maison. Même quand j'étais malade avec la grippe ou un rhume. Je faisais mes 10 minutes de lecture le matin. Je faisais mes 10 minutes d'écoute le soir. Ces 20 minutes au total ne pesaient pas sur ma journée. Elles ne me stressaient pas. Elles glissaient facilement dans ma routine existante. Comme se brosser les dents. Comme prendre une douche. C'étaient des actions automatiques et naturelles. Un autre avantage était psychologique et très puissant. Quand je terminais mes 10 minutes quotidiennes, je me sentais fière. J'avais accompli ma mission pour la journée. Cette petite victoire me donnait de l'énergie positive immédiate. Elle améliorait mon humeur générale. Elle me faisait sentir compétente et capable. Ces sentiments étaient précieux pour mon estime de moi. Surtout pendant cette période où je n'avais pas de travail. Où je me sentais souvent inutile et improductive. Mes habitudes françaises me donnaient un sens d'accomplissement quotidien. Souvent, quelque chose d'intéressant se passait. Après mes 10 minutes obligatoires, je voulais continuer. J'étais dans le flow de l'activité. Mon cerveau était engagé et concentré. Alors je lisais encore 5 ou 10 minutes supplémentaires. Ou j'écoutais un deuxième épisode de podcast. Mais je savais que ce n'était pas obligatoire. C'était un bonus. Un cadeau que je me faisais. Cette distinction était cruciale pour maintenir l'habitude sur le long terme. L'habitude de base était petite et non négociable. Tout le reste était optionnel et flexible. Cette stratégie m'a protégé du découragement. Les jours où j'avais beaucoup d'énergie, je pouvais faire plus. Les jours où j'étais fatigué, je faisais juste le minimum. Mais je faisais toujours quelque chose.
Je manquais très rarement, et quand cela arrivait, je reprenais dès que possible. Cette constance était plus importante que l'intensité. Un petit effort tous les jours battait un grand effort occasionnel. C'était ma philosophie nouvelle. C'était mon secret pour continuer. Chapitre 9. Le test dans la vraie vie. 3 mois après avoir commencé ma routine quotidienne, j'ai eu une opportunité inattendue. Mon oncle Hassan organisait un dîner chez lui. Il avait invité un couple français de Paris. Ils s'appelaient Marc et Sophie. Ils visitaient le Maroc pour leurs vacances. Mon oncle voulait être un bon hôte. Il m'a demandé de venir au dîner. Il savait que j'étudiais le français. Il pensait que je pouvais aider avec la communication. J'étais terrifiée mais aussi curieuse. C'était ma première chance de pratiquer avec de vrais Français natifs. Le soir du dîner, je portais une jolie robe verte. Mes mains tremblaient légèrement quand je suis arrivée. Marc et Sophie étaient très gentils et souriants. Ils ont commencé à parler avec moi en français. Sophie parlait lentement parce qu'elle voyait ma nervosité. Elle me posait des questions simples. D'où je venais? Ce que j'étudiais. Si j'aimais Casablanca. Je répondais avec des phrases courtes et simples. Mes réponses n'étaient pas parfaites. Je faisais beaucoup d'erreurs de grammaire. Mais je communiquais. Nous nous comprenions mutuellement. À la fin du dîner, Sophie m'a fait un compliment sincère. Elle a dit que mon français était bon pour mon niveau. Elle a dit que je devais continuer à pratiquer. Marc m'a donné un conseil précieux. Il m'a dit de ne pas avoir peur des erreurs. Chaque erreur était une opportunité d'apprendre. Les Français appréciaient toujours les étrangers qui essayaient de parler leur langue. Même avec des erreurs. Même avec un accent. L'effort était plus important que la perfection. Ces mots m'ont donné beaucoup de confiance et de courage. Chapitre 10. Le moment où j'ai voulu abandonner. 6 mois après le début de ma routine, j'ai traversé une période très difficile et éprouvante. Mon père est tombé malade gravement. C'était au mois d'octobre. Il a commencé à avoir de fortes douleurs dans la poitrine. Ma mère l'a emmené à l'hôpital immédiatement. Les docteurs ont fait des examens complets. Ils ont découvert un problème cardiaque sérieux. Il devait rester à l'hôpital pendant au moins 2 semaines. Peut-être plus selon son évolution. Notre famille était sous beaucoup de stress et d'inquiétude. Personne ne dormait bien la nuit. Personne ne mangeait normalement pendant la journée. Je passais mes journées à l'hôpital avec ma mère. L'hôpital était loin de notre maison. Le trajet prenait 1 heure en taxi. Nous arrivions le matin à 8 heures. Nous restions jusqu'au soir à 20 heures. 12 heures dans une chambre d'hôpital. L'air sentait les médicaments et le désinfectant.
Les lumières fluorescentes étaient dures et froides. Le temps passait lentement. Les minutes semblaient des heures. Les heures semblaient des jours. Je m'asseyais sur une chaise inconfortable. Je regardais mon père dormir. Je priais pour sa guérison. Ma mère priait aussi à côté de moi. Je dormais mal la nuit quand je rentrais. Mon esprit était rempli de soucis. Et si mon père ne guérissait pas? Et si son état empirait? Notre famille dépendait de lui financièrement. Que ferions-nous sans lui? Ces pensées noires tournaient dans ma tête. Je mangeais peu pendant la journée aussi. Mon appétit avait disparu complètement. La nourriture n'avait aucun goût. Tout me semblait fade et sans intérêt. Ma routine de français semblait soudainement insignifiante et inutile. Que m'importait le français maintenant? Mon père luttait pour sa vie. Ma famille traversait une crise. Le français n'était qu'une langue. Il n'était pas important. Il pouvait attendre. Je me disais que j'avais des problèmes plus importants maintenant. Des problèmes plus urgents. Des problèmes plus sérieux. Le français pouvait attendre que la situation s'améliore. Pendant une semaine entière, je n'ai pas fait ma lecture matinale, et je n'ai pas écouté mes podcasts du soir. Je ne faisais plus rien en français. Chaque jour, je me sentais un peu plus coupable de cette absence. Mais la culpabilité n'était pas assez forte pour me motiver. Je n'avais simplement pas l'énergie émotionnelle. Toute mon énergie allait à ma famille. À soutenir ma mère. À réconforter mes frères. À visiter mon père. Le français était le dernier de mes soucis. Le 8e jour sans français, ma tante Soraya est venue nous rendre visite à l'hôpital. Elle apportait de la nourriture faite maison. Du couscous et des légumes. Ma mère l'a accueillie avec des larmes. Elles se sont embrassées longuement. Ma tante Soraya m'a vue assise dans la salle d'attente. Je regardais le mur blanc devant moi. Mon visage était vide d'expression. Mes yeux étaient cernés de fatigue. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc inconfortable. Elle m'a demandé doucement si je continuais avec mon français. Sa voix était tendre et sans jugement. J'ai admis que j'avais arrêté complètement. Les mots sortaient difficilement de ma bouche. Je me sentais honteuse de cet échec. Mais aussi défensive. J'avais de bonnes raisons. Mon père était malade. Ma famille avait besoin de moi. Le français pouvait attendre. N'était-ce pas évident? N'importe qui comprendrait ma situation. N'importe qui ferait la même chose à ma place. Ma tante ne m'a pas jugée du tout. Elle a hoché la tête avec compréhension. Elle a dit que c'était normal de se sentir ainsi. La vie apportait toujours des défis et des obstacles.
Des situations difficiles et stressantes. Personne n'était à l'abri des crises. Personne ne pouvait prévoir les problèmes. Mais elle m'a rappelé pourquoi les habitudes étaient importantes. Pourquoi elles étaient précieuses. Surtout pendant les moments difficiles. Les habitudes nous donnaient de la stabilité dans le chaos. Elles nous donnaient quelque chose de contrôlable quand tout le reste était incertain. Elles nous donnaient une routine quand notre vie était bouleversée. Mes 10 minutes de français ne changeraient pas la santé de mon père, et je le savais très bien. Elles ne guériraient pas sa maladie. Mais elles pouvaient me donner autre chose. Un moment de normalité. Un moment de progrès personnel. Un moment pour moi-même. Un moment où je n'étais pas une fille inquiète. Où j'étais simplement Amina qui apprenait le français. Cette perspective a tout changé pour moi. Elle a ouvert mes yeux sur quelque chose d'important. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6 heures comme d'habitude. L'hôpital était encore calme et silencieux. Mon père dormait paisiblement dans son lit. Les médicaments l'aidaient à se reposer. Ma mère aussi dormait sur la chaise à côté de son lit. Sa tête penchait sur le côté. Elle avait passé toute la nuit ici. Je suis sortie doucement dans le couloir. Je ne voulais pas les réveiller. Je me suis assise sur un banc près de la fenêtre. La fenêtre donnait sur la rue. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert le site de Radio France Internationale. J'ai choisi un article au hasard. L'article parlait de la musique marocaine. C'était un sujet qui m'intéressait. J'ai lu pendant 10 minutes exactement. Le soleil se levait lentement sur Casablanca à l'extérieur. Les premiers rayons touchaient les bâtiments. Les oiseaux chantaient dehors dans les arbres. Pour 10 minutes, j'ai oublié mes soucis et mes peurs. J'étais simplement une fille qui apprenait le français. Cette sensation était incroyablement libératrice et apaisante. C'était comme respirer de l'air frais après avoir été enfermé. Chapitre 11. La transformation graduelle mais réelle. 1 an après avoir commencé ma routine quotidienne, j'ai fait un bilan complet. C'était exactement 1 an jour pour jour. J'étais assise dans ma chambre un dimanche après-midi. J'ai pris mon cahier bleu. Celui où j'avais écrit mon premier plan raté. J'ai ouvert une nouvelle page. J'ai commencé à compter et à calculer mes efforts. J'avais lu en français environ 350 jours au total. J'avais manqué une semaine pendant la maladie de mon père, puis j'avais repris sans me punir. J'avais écouté des podcasts presque chaque soir, environ 320 nuits. Ma constance était forte et régulière. Mon temps total d'études était d'environ 117 heures pour l'année. C'était un calcul simple. 10 minutes de lecture par jour. 10 minutes d'écoute par jour. 20 minutes au total. Multiplié par environ 350 jours.
Cela donnait environ 7000 minutes. Divisé par 60, cela faisait environ 117 heures au total. Ce nombre ne semblait pas énorme au premier regard. Beaucoup de gens étudient 120 heures en 2 mois intensifs. Ils suivent des cours intensifs d'été. Ils étudient 4 ou 5 heures par jour. En 2 mois, ils atteignent 120 heures facilement. Mais ma méthode avait un avantage secret et puissant. Ces heures étaient distribuées sur une année entière. Ce n'étaient pas des heures concentrées et stressantes. C'étaient des heures espacées et relaxées. Mon cerveau avait eu le temps d'absorber chaque jour. Il avait eu le temps de consolider pendant la nuit. Il avait eu le temps de créer des connexions neuronales. L'apprentissage était profond et durable. Pas superficiel et temporaire. Les informations étaient stockées dans ma mémoire à long terme. Pas dans ma mémoire à court terme. Mon niveau de français avait changé de façon spectaculaire et visible. Je me suis testé pour voir mes progrès réels. J'ai ouvert le site de Radio France Internationale. J'ai choisi un article au hasard sur l'actualité. L'article parlait de la politique française. C'était un sujet complexe avec du vocabulaire difficile. Je pouvais maintenant lire cet article sans dictionnaire. Je comprenais environ 85% du contenu. Les mots que je ne connaissais pas, je les devinais par le contexte. Je n'avais pas besoin de chercher chaque mot. Ma lecture était fluide et agréable. Pour l'écoute, j'ai testé avec un podcast normal. Pas un podcast pour débutants. Un vrai podcast pour français natif. Il parlait de cinéma et de culture. Les présentateurs parlaient à vitesse normale. Ils utilisaient des expressions idiomatiques. Ils faisaient des blagues et des jeux de mots. Je comprenais environ 70% des podcasts réguliers maintenant. C'était un énorme progrès. 1 an auparavant, je comprenais peut-être 10%. La différence était incroyable. Je pouvais regarder des films français avec des sous-titres français. Pas des sous-titres arabes ou anglais. Des sous-titres dans la même langue. Les sous-titres m'aidaient à associer les sons aux mots. Ils m'aidaient à comprendre les expressions rapides. Je regardais un film par semaine maintenant. C'était devenu mon plaisir du vendredi soir. Je choisissais des comédies françaises. Des films romantiques. Des drames historiques. Chaque film enrichissait mon vocabulaire. Chaque film me montrait la culture française. Je reconnaissais beaucoup de mots et d'expressions maintenant. Des mots que j'avais rencontrés dans mes lectures. Des expressions que j'avais entendues dans les podcasts. Ils revenaient dans différents contextes. Chaque répétition renforçait ma compréhension. Chaque rencontre rendait le mot plus familier. Mon cerveau créait un réseau de connaissances. Un mot en connectait un autre.
Une expression évoquait une situation. Tout était lié et interconnecté. Ma compréhension passive était devenue très solide. Je pouvais lire et comprendre. Je pouvais écouter et suivre. Mais mon expression active était encore faible et limitée. Je pouvais lire un article de journal. Mais je ne pouvais pas écrire un article moi-même. Je pouvais comprendre une conversation. Mais je ne pouvais pas participer activement. Parler était toujours difficile et stressant pour moi. Mon cerveau comprenait le français. Mais ma bouche ne le parlait pas encore. J'ai décidé d'ajouter une troisième habitude à ma routine maintenant. Tous les midis, pendant ma pause déjeuner, j'écrivais un court paragraphe en français. Seulement 50 mots environ, pas plus, parce que je ne voulais pas me surcharger. Je décrivais ma matinée avec des phrases simples. Je parlais de mes sentiments et de mes pensées. Je racontais une petite histoire de ma journée. Cette pratique d'écriture m'aidait énormément à organiser mes pensées. Elle me forçait à construire des phrases complètes et correctes. Elle révélait mes erreurs de grammaire clairement. Au début, mes paragraphes étaient pleins d'erreurs visibles. Des erreurs de conjugaison. Des erreurs d'accord. Des erreurs de préposition. Chaque phrase contenait au moins une faute. Mais j'utilisais un correcteur en ligne gratuit. Il s'appelait Bon Patron. Je copiais mon texte. Je le collais dans le site. Le correcteur soulignait mes erreurs en rouge. Il m'expliquait chaque erreur. Je corrigeais mes fautes une par une. J'apprenais de mes erreurs quotidiennes. Chaque correction était une leçon mémorable. Chapitre 12. L'opportunité qui est revenue. 18 mois après mon premier entretien raté, Léla m'a contacté à nouveau. La même entreprise française cherchait une assistante. Cette fois, le poste était même meilleur. Le salaire était de 6500 dirhams par mois. Le manager était différent. Monsieur Dubois était retourné en France. La nouvelle manager s'appelait Madame Rousseau. Léla pensait que je devais postuler. Elle avait vu mes progrès en français. Elle croyait que j'étais maintenant prête. J'ai hésité au début. Les souvenirs de mon échec précédent étaient encore vifs. Mais ensuite, j'ai décidé d'essayer une dernière fois. Cette fois, ma préparation était complètement différente. Je n'ai pas essayé d'apprendre de nouvelles choses. Je n'ai pas mémorisé des phrases toutes faites. J'ai simplement continué ma routine quotidienne normale. Mes 10 minutes de lecture le matin. Mes 10 minutes d'écoute le soir. Mon paragraphe d'écriture à midi. J'ai fait cela tous les jours jusqu'à l'entretien. Je me sentais calme et préparée. Pas parce que j'avais étudié intensivement, mais parce que le français faisait maintenant partie de ma vie quotidienne. Le jour de l'entretien, je suis arrivée au même bureau.
Je portais ma robe bleue porte-bonheur. La réceptionniste m'a parlé en français. Cette fois, je comprenais sa question. Je répondais clairement. Elle souriait et me dirigeait vers la salle d'attente. Madame Rousseau est apparue après 5 minutes. Elle était une femme d'environ 40 ans. Elle avait des cheveux courts et des yeux bleus. Elle m'a salué en français. Nous sommes entrés dans son bureau ensemble. L'entretien a duré 30 minutes. Madame Rousseau me posait des questions sur mon expérience, sur mes compétences, sur mes objectifs professionnels. Je répondais en français, pas parfaitement, et je faisais encore des erreurs. Mais je communiquais mes idées clairement. Elle comprenait ce que je voulais dire. La conversation était naturelle et fluide. À un moment, elle m'a demandé comment j'avais appris le français. J'ai raconté mon histoire. Ma routine quotidienne. Mes petites habitudes. Elle était impressionnée par ma discipline et ma persévérance. Chapitre 13. La victoire et ses leçons. Une semaine plus tard, Léla m'a appelé avec la bonne nouvelle. J'avais le poste. Madame Rousseau voulait que je commence dans 2 semaines. Mon salaire serait de 6500 dirhams par mois. J'avais aussi des avantages sociaux et une assurance santé. C'était le meilleur jour de ma vie. Je pleurais de joie et de soulagement. Toute ma famille était si heureuse et fière. Mon père, qui était maintenant guéri, m'a embrassé avec des larmes dans les yeux. Ma mère a préparé un grand dîner pour célébrer. Mes frères m'ont félicité avec de grands sourires. Mon ami, je dois te dire quelque chose d'important maintenant. Cette victoire n'était pas seulement le travail. Le travail était merveilleux bien sûr. Mais la vraie victoire était différente. J'avais prouvé quelque chose à moi-même. J'avais prouvé que je pouvais accomplir un objectif difficile. Pas avec de la motivation temporaire. Pas avec des efforts héroïques. Mais avec de petites actions quotidiennes et constantes. J'avais appris que la discipline battait toujours le talent. Que la régularité battait toujours l'intensité. Ces leçons allaient changer toute ma vie. J'ai commencé mon nouveau travail avec beaucoup d'enthousiasme. Les premiers jours étaient difficiles. Je devais communiquer en français toute la journée. Avec mes collègues. Avec les clients. Au téléphone et par email. Je faisais beaucoup d'erreurs chaque jour. Mais mes collègues étaient patients et compréhensifs. Ils corrigeaient mes erreurs gentiment. Je notais mes fautes dans un petit carnet. Chaque soir, je révisais mes erreurs. J'apprenais de mes expériences quotidiennes. Chapitre 14. Les habitudes qui se multiplient. Pendant mes premiers mois de travail, j'ai continué ma routine d'apprentissage religieusement. Chaque matin, je me réveillais à 6h30.
C'était au mais nécessaire. Je prenais mon petit déjeuner rapidement. Ensuite, je lisais mon article français pendant 10 minutes. Cette lecture matinale était devenue très importante pour moi. Presque rien ne pouvait l'interrompre, et si je la manquais un jour, je la reprenais le lendemain. Ni les appels téléphoniques. Ni les messages urgents. Ni les demandes de ma famille. Ces 10 minutes étaient pour moi seule. Pour mon développement personnel. Pour mon français. Le soir, après le dîner avec ma famille, je montais dans ma chambre. Je fermais la porte pour avoir du calme. J'écoutais mon podcast français pendant 10 minutes. Puis je faisais ma nouvelle habitude d'écriture. Je prenais mon cahier. J'écrivais mon paragraphe quotidien. 50 mots sur ma journée de travail. Sur mes interactions avec mes collègues. Sur les défis que j'avais rencontrés. Cette écriture était thérapeutique. Elle m'aidait à réfléchir sur mon expérience. Elle m'aidait à progresser en français aussi. Mais maintenant, j'avais ajouté une 4e habitude importante. Tous les soirs, après le dîner, je parlais français pendant 15 minutes. Au début, cette habitude était la plus difficile et la plus embarrassante. Je parlais toute seule dans ma chambre. Je me sentais bizarre et ridicule. Je racontais ma journée à haute voix. Je décrivais ce que je voyais autour de moi, comme les meubles, les couleurs et les objets sur ma table. C'était bizarre et embarrassant au début. Ma mère m'a entendu une fois. Elle a frappé à ma porte. Elle m'a demandé avec qui je parlais. J'ai expliqué que je pratiquais mon français. Elle a souri et a fermé la porte. Mais personne d'autre ne m'écoutait vraiment. Je pouvais faire autant d'erreurs que je voulais. Je pouvais chercher mes mots. Je pouvais hésiter. Je pouvais répéter la même phrase plusieurs fois. Personne ne me jugeait. Personne ne me corrigeait. Cette liberté était précieuse. Elle me permettait d'expérimenter sans peur. Elle me permettait de faire des erreurs sans honte. Cette pratique améliorait ma fluidité orale progressivement et sûrement. Les premières semaines, je ne savais pas quoi dire. Après 2 minutes, je n'avais plus d'idée. Je restais silencieuse. Je regardais l'horloge. Les 15 minutes semblaient interminables. Alors j'ai développé une stratégie. J'ai créé une liste de sujets. Des questions que je me posais à moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qui ai-je rencontré? Comment je me sens? Qu'est-ce que je veux faire demain? Ces questions guidaient ma pratique orale. Après 3 mois de pratique solitaire, j'ai trouvé une partenaire de conversation en ligne. Elle s'appelait Yasmine. Elle vivait à Rabat. Elle avait 25 ans. Elle apprenait aussi le français pour des raisons professionnelles.
Elle travaillait dans une banque internationale. Elle avait besoin du français pour communiquer avec les clients étrangers. Nous nous sommes rencontrés sur un forum d'apprentissage de langue. Nous avons commencé à parler sur Skype 2 fois par semaine. Chaque session durait 30 minutes exactement. Nous parlions de tout et de rien. De nos vies quotidiennes. De nos rêves et de nos espoirs. De nos problèmes au travail. De nos familles. De nos hobbies. De nos films préférés. Les conversations étaient naturelles et détendues. Nous nous corrigions mutuellement gentiment. Quand Yasmine faisait une erreur, je la corrigeais poliment. Quand je faisais une erreur, elle me corrigeait aussi. Nous apprenions l'une de l'autre. Ces conversations étaient amusantes et très utiles. Yasmine est devenue une bonne amie. Nous nous encouragions dans nos parcours d'apprentissage respectifs. Nous partagions nos progrès. Nous célébrions nos victoires ensemble. J'ai remarqué un phénomène intéressant et inattendu à cette époque. Mes habitudes françaises influençaient d'autres aspects de ma vie. C'était comme un effet domino positif. Une bonne habitude en créait une autre. J'ai commencé à faire du sport régulièrement. Seulement 15 minutes par jour. Mais tous les jours. Je faisais du yoga le matin avant ma lecture. Ou je faisais des exercices simples dans ma chambre, sans rien de compliqué ni d'intense, juste 15 minutes de mouvement. J'ai commencé à lire des livres en arabe aussi. Seulement 10 minutes avant de dormir. Mais tous les soirs. J'avais toujours aimé lire. Mais je n'avais jamais eu le temps. Maintenant, je trouvais le temps, et 10 minutes par jour étaient suffisantes. En un mois, je finissais un livre, et en un an, j'en lisais 12, ce qui me rendait très heureuse. J'ai commencé à méditer aussi. 5 minutes chaque matin. Juste après mon réveil. Je m'asseyais sur mon lit. Je fermais les yeux. Je respirais calmement. Je me concentrais sur ma respiration. Ces 5 minutes calmaient mon esprit. Elles me préparaient pour la journée. Elles réduisaient mon stress et mon anxiété. Les habitudes se multipliaient comme des graines dans un jardin. Une bonne habitude en créait une autre. Mon cerveau apprenait le pouvoir de la constance. Il l'appliquait à différents domaines de ma vie. Il comprenait que les petites actions quotidiennes créaient de grands résultats. Cette compréhension transformait ma vie entière. Je devenais une personne différente, plus disciplinée, plus constante, et plus confiante en mes capacités. Chapitre 15. Le plateau qui teste la patience. 2 ans après avoir commencé mon apprentissage, j'ai atteint un plateau frustrant. Mon niveau de français était maintenant intermédiaire supérieur. Je pouvais communiquer dans presque toutes les situations. Je comprenais la plupart des conversations. Mais j'avais du mal à progresser davantage.
Mes erreurs de grammaire persistaient. Mon accent marocain restait fort. Mon vocabulaire semblait stagner. Je faisais toujours ma routine quotidienne. Mais les résultats n'étaient plus visibles. C'était une période décourageante et difficile. Beaucoup de mes amis dans cette situation abandonnaient. Ils disaient que leur niveau était suffisant. Ils arrêtaient d'étudier et de pratiquer. Mais quelque chose en moi refusait d'arrêter. Peut-être que c'était mon orgueil. Peut-être que c'était ma curiosité. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller. Je voulais atteindre un niveau avancé. Alors j'ai continué ma routine. Même quand les progrès étaient invisibles. Même quand je me sentais frustrée. Mon ami, cette période m'a appris une leçon cruciale. Les progrès ne sont pas toujours linéaires. Parfois, on avance rapidement. Parfois, on stagne complètement. Mais si on continue à pratiquer, les résultats arrivent toujours. Ils arrivent peut-être après des semaines. Peut-être après des mois. Mais ils arrivent certainement. La clé est de ne jamais abandonner. La clé est de continuer même sans voir les résultats. C'est cela la vraie discipline. Chapitre 16. Le moment où tout s'est débloqué. Après 6 mois de stagnation, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'assistais à une réunion au travail. Notre directeur français présentait un nouveau projet. Il parlait vite et utilisait du vocabulaire technique. Normalement, je prenais des notes pour comprendre plus tard. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Je comprenais tout en temps réel. Pas seulement les mots individuels, mais aussi les nuances, les sous-entendus et même l'humour. C'était comme si mon cerveau avait franchi une barrière invisible. Après la réunion, j'ai parlé avec mon collègue Ahmed. Il était marocain aussi, mais parlait français depuis l'enfance. Je lui ai raconté mon expérience. Il a souri et a dit que j'avais atteint le niveau de compréhension automatique. Mon cerveau ne traduisait plus. Il pensait directement en français. Cette transformation avait pris du temps. Elle s'était passée lentement sous la surface. Mais maintenant, elle était complète et permanente. Les semaines suivantes, j'ai remarqué d'autres changements subtils. Je rêvais parfois en français. Quand j'étais en colère, je pensais en français. Quand je faisais mes courses, je comptais en français. La langue était devenue une partie de mon identité. Ce n'était plus quelque chose d'externe que j'apprenais. C'était maintenant quelque chose d'interne que je possédais. Cette réalisation me remplissait de fierté et de satisfaction. Chapitre 17. Le retour aux sources. 3 ans après avoir commencé mon parcours, j'ai visité le même café. Celui où j'avais échoué à commander un café au lait. La femme française était toujours derrière le comptoir. Elle ne me reconnaissait pas. Pourquoi le ferait-elle?
J'étais juste une cliente parmi des centaines. Je me suis approchée du comptoir avec un sourire calme. J'ai commandé mon café au lait en français, très clairement, sans hésitation et sans accent trop fort. Elle m'a souri et a préparé ma commande. Rien de spécial pour elle. Mais pour moi, c'était une victoire monumentale. Je me suis assise à une table près de la fenêtre. Je buvais mon café lentement. Je regardais les gens passer dans la rue. Je pensais à tout le chemin parcouru. De cette fille terrifiée qui ne pouvait pas parler. À cette femme confiante qui travaillait en français. Tout cela grâce à 10 minutes par jour. Grâce à une habitude simple et constante. Cette pensée me faisait sourire. Les plus grands changements viennent souvent des plus petites actions. Mon ami, je veux que tu comprennes quelque chose maintenant. Mon histoire n'est pas spéciale. Je ne suis pas une personne extraordinaire. Je n'ai pas de talent naturel pour les langues. Je ne suis pas un génie. Je suis simplement une fille ordinaire qui a été têtue. Qui a refusé d'abandonner. Qui a fait une petite chose tous les jours. Si moi je peux le faire, toi aussi tu peux le faire, vraiment, et je le crois sincèrement. Chapitre 18. Les habitudes qui durent toujours. Aujourd'hui, 3 ans après avoir commencé, ma routine continue encore. Tous les matins, je lis en français pendant 15 minutes maintenant. Pas 10 minutes comme avant. Mais 15 minutes. Tous les soirs, j'écoute les actualités françaises. Tous les midis, j'écris dans mon journal en français. Ces habitudes sont comme respirer pour moi. Je ne pense même pas à les faire. Elles font partie de ma vie normale. Mon niveau de français est maintenant avancé. Je peux lire des livres littéraires complexes. Je peux regarder des films sans sous-titres. Je peux débattre de sujets philosophiques. Je travaille toujours dans la même entreprise. Et récemment, j'ai même été promue. Je suis coordinatrice de projets internationaux. Mon salaire est de 11 000 dirhams par mois. Je voyage parfois en France pour des réunions. Ma vie a complètement changé grâce à cette langue. Mais le français n'est plus mon seul projet. J'apprends maintenant l'espagnol avec la même méthode. Je commence avec 10 minutes par jour, et j'essaie d'être régulière, même quand la vie est occupée. Je suis au niveau débutant encore. Mais je progresse lentement et sûrement. J'applique aussi cette méthode à d'autres domaines. Je fais du yoga 10 minutes par jour. Je médite 10 minutes chaque matin. Je cuisine de nouvelles recettes 10 minutes chaque week-end. Les petites habitudes ont transformé ma vie entière. Mon ami, voici mon message final pour toi. Ne cherche pas la motivation. Ne cherche pas l'inspiration. Ne cherche pas le moment parfait pour commencer. Ces choses sont temporaires et peu fiables. Cherche plutôt les habitudes. Choisis une petite action très simple.
Fais-la tous les jours à la même heure. Commence avec seulement 5 ou 10 minutes. Essaie de ne pas manquer un jour, et si tu rates une journée, recommence simplement le lendemain. Même quand tu es malade, même quand tu es occupé, fais au moins un tout petit effort. Les résultats ne viendront pas immédiatement. Tu ne verras rien la première semaine. Peut-être rien le premier mois. Mais après 3 mois, tu commenceras à voir des changements. Après 6 mois, les changements seront évidents. Après 1 an, tu seras une personne complètement différente. Tout cela grâce à quelques minutes par jour. C'est le pouvoir magique des habitudes quotidiennes. C'est le secret que j'ai découvert. Je termine cette histoire avec une promesse sincère. Si tu commences aujourd'hui, si tu fais ta petite action très souvent, et si tu reprends toujours après les jours difficiles, dans 1 an tu me remercieras. Tu regarderas en arrière et tu seras étonné. Tu ne croiras pas combien tu as progressé. Ce sera le meilleur investissement de ta vie. 10 minutes par jour, c'est suffisant pour commencer, et tu peux augmenter un peu quand tu te sens prête. L'important, c'est la constance et la discipline sur la durée. Alors mon ami, je te pose la question finale. Vas-tu commencer aujourd'hui? Vas-tu choisir ta première petite habitude? Vas-tu promettre de la faire tous les jours? Ou vas-tu attendre encore? Attendre le moment parfait qui ne viendra jamais? Le choix t'appartient complètement. Mais souviens-toi de mon histoire. Souviens-toi qu'une fille ordinaire de Casablanca a changé sa vie. Avec seulement 10 minutes par jour. Tu peux faire la même chose. Je crois vraiment en toi. Commence aujourd'hui, et même maintenant si tu peux. Ta future vie te remerciera pour cette décision.